On reconnaît grâce à eux le Mali aujourd'hui une grande nation, un grand pays de la photographie africaine. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a des talents, il y a des photographes émergents au Mali qui ont su implanter leur marque, leur style à travers la photographie africaine contemporaine. Donc aujourd'hui, ça évolue bien. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Alors c'est un épisode un petit peu particulier. Pour les derniers, vous avez pu entendre à chaque fois une petite bande-annonce, l'épisode principal et un bonus. Et aujourd'hui, on va changer un peu. Alors je suis à Bamako avec John Kalapo. Et le petit changement, c'est que par manque de temps, on va faire les 3 épisodes en un seul. Bonjour John. Bonjour Julien. Alors ces épisodes, je vais les mettre dans une nouvelle rubrique que je vais appeler Photographe du monde. Alors j'avais eu déjà le plaisir d'interviewer Robert Nzaou à Pointe-Noire l'année dernière. Donc aujourd'hui c'est John Kalapo, on est à Bamako avec les bruits d'ambiance que vous pouvez entendre derrière. C'est sympa, ça change et peut-être qu'on entendra également la musique de l'hôtel où on est, ça va être sympa. Alors John, tu es photographe. Oui, c'est bien ça. Voilà, et tu bosses, tu vis et tu bosses ici à Bamako, au Mali. Est-ce que tu peux te présenter ? Ok, oui, merci Julien. Moi, c'est Moussa John Kalapo, artiste photographe du Mali. Je vis ici et je travaille ici, donc voilà un peu. Je vis de ça, quoi. Je suis photographe et je vis de ça. Donc, je fais pas mal de choses au Mali par rapport à la photographie. Que ce soit la formation, que ce soit les expositions. Donc, du coup, je suis un peu dans tous les événements culturels concernant la photographie au Mali. D'accord. Tu as quel âge, John ? Actuellement, j'ai 37 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? Ça fait maintenant bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Et ça fait combien de temps que tu es pro ? 10 ans aussi ou... 10 ans, oui. Parce que Okay. dès que j'ai terminé l'école, je suis lancé dans... quand j'ai eu le concours d'entrée à l'école de photographie, et après mes études en photographie, dès que je suis sorti, j'étais devenu photographe professionnel. Je me suis consacré à la photographie, alors qu'à la base, je suis comptable de formation. D'accord. Tu as choisi un métier plus sympa finalement. Merci beaucoup. Désolé pour les comptables qui nous écoutent. Donc tu parles d'école de photographie, alors c'est le centre de formation photographique de Bamako, c'est ça ? Exactement. Et tu as fait une autre école qui est le Market Photo Workshop en Afrique du Sud. Tu peux nous parler un peu de ces 2 écoles ? Oui, au fait, depuis en 2008, j'ai eu la chance, j'étais membre d'un collectif d'artistes qui étaient plutôt dans la vidéo, parce que moi j'ai commencé dans la vidéo. On faisait plus des clips vidéo et des films institutionnels pour des ONG. Donc du coup, un jour on était en reportage sur le terrain. Donc c'est un ami qui m'a informé qu'il y aurait un concours au CFP, Centre de formation photographique conceptuelle, pour former les jeunes ou bien ceux qui veulent devenir des professionnels dans le métier de la photographie. Voilà, donc du coup j'ai dit pourquoi pas, parce que quand j'étais dans mon association où on faisait des vidéos, j'aimais toujours faire la photographie, l'image fixe. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter le concours d'entrée à l'école de photographie de Bamako pour se professionnaliser. Donc du coup j'ai tenté ma chance, j'ai eu à faire ce concours et au finish je me suis retrouvé parmi les étudiants retenus pour ce concours. Et du coup c'est là j'ai eu la chance de faire 2 ans d'études en photographie conceptuelle au centre de formation de photographie de Bamako. D'accord, chouette parcours. Merci. Tu disais que tu étais comptable au départ. Qu'est-ce qui t'a fait switcher vers la photographie ? Bon, au fait, c'est comme dès le bas âge, je m'intéressais à la photographie parce que pourquoi ?
Étant petit, mon père avait un appareil Polaroid. Il faisait les photos de la famille, de la maison, tout ça là. Donc j'étais un peu curieux, j'essayais de regarder dans l'appareil. Et c'est comme ça qu'est née mon envie de faire de la photo. Et j'aimais beaucoup aussi regarder le cinéma, donc tout ça là. Donc c'est ça qui m'a, dans l'avenir, qui m'a motivé à aller dans le métier multimédia concernant la photographie et la vidéo. Et voilà comment je me suis retrouvé dedans. Donc à la base, comme je disais au début, j'ai fait des études en comptabilité. Et vous savez, en Afrique, c'est difficile quand vous faites des études. Souvent, quand vous sortez, vous terminez vos études, c'est difficile d'avoir un emploi. Donc du coup, je me suis lancé dans le truc de multimédia. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, et ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des personnes qui m'ont formé d'abord dans la vidéo. Et ensuite, vu que j'aimais faire aussi de la photographie, parce que quand on partait faire des reportages vidéo, moi j'étais toujours derrière à photographier les scènes qui se passaient. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans la photographie et se professionnaliser et faire de ça un métier. Au début c'était difficile parce que ce métier est mal vu, surtout au Mali. Quand tu es photographe, on pense que c'est un métier que tout le monde peut faire. Bon, nous on a eu quand même la chance de faire des études en photographie. C'était vraiment une formation vraiment avec des formateurs qui sont venus d'ailleurs, de Danemark, qui nous ont formés. Et aujourd'hui, c'est un métier que j'aime bien parce que c'est de ça que je vis aujourd'hui. Voilà, donc la comptabilité, bien sûr, je l'ai étudiée, mais aujourd'hui, je n'exerce pas ce métier. Mais Pour toi, non? Oui. Donc, je me plais bien dans mon métier de photographie aujourd'hui parce que c'est ça qui me nourrit aujourd'hui. D'accord. On va rebondir un petit peu sur le Mali. Donc, on a pas mal discuté déjà avant d'enregistrer. Et on disait que... alors, je pense que beaucoup de gens, enfin, tous ceux qui aiment la photo, je pense qu'ils connaissent Sidibé, Malik Sidibé au Mali. Et on disait tout à l'heure que quelque part, c'était une chance parce que la photo est présente au Mali, elle est reconnue. Et en même temps, tu portais un peu ça comme un fardeau, surtout à l'international. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la photographie au Mali? La photographie au Mali, ça se passe très bien. Bon, on a eu la chance d'avoir le Mali et nous aussi, on a eu la chance d'avoir des photographes comme Malik Sidibé. Grâce à eux, aujourd'hui, le Mali est reconnu comme pays de la photographie avec les rencontres de Bamako, qu'on appelle communément la Biennale de Bamako. Il y a eu des grands noms comme Malik Sidibé, Sidou Keita, Adraman Sakali. Ils ont fait connaître le Mali à travers leurs archives, à travers leurs photos. Donc nous, on a été aussi longtemps dans l'ombre de ces gens-là parce que ils sont plus connus à l'international que nous, les photographes émergents qui commencent à sortir. Parce que quand vous faites souvent du studio, la photographie de studio, donc du coup, généralement, les gens pensent que vous essayez de faire ce que Malik faisait, alors que c'est différent. Moi, par exemple, l'école de photo où j'ai suivi ma formation, c'était plus la photographie conceptuelle, qui est la photographie de mise en scène, par exemple. Donc, tu fais un scénario et tu conçois bien tes trucs avant de faire la photo. Donc, c'est différent de ce que faisait Malik. Malik faisait aussi du studio et du reportage. Et aujourd'hui, les photographes émergents à Bamako, il y en a plein qui voyagent, qui sont exposés dans les grands musées aujourd'hui, qui ne font pas seulement du Malik, parce que tout le temps, on a été dans l'ombre du Malik. On reconnaît grâce à eux, le Mali aujourd'hui, une grande nation, un grand pays de la photographie africaine. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a des talents, il y a des photographes émergents au Mali qui ont su implanter leur marque, leur style à travers la photographie africaine contemporaine. Donc aujourd'hui, ça évolue bien. Les artistes maliens sortent, ils sont connus, ils sont dans toutes les foires, que ce soit festivals, foires, et dans des grandes expositions où on parle des artistes africains. Les Maliens sont toujours là, ils sont représentés. Donc vraiment, ça se passe bien. Et puis, beaucoup d'artistes maliens sortent à l'international aujourd'hui. C'est juste aussi pour dire aussi que nous sommes à une époque où c'est la nouvelle génération. Les Mali qui ont eu à faire leur temps, donc on reconnaît grâce à eux. Il y a eu beaucoup de choses. Le Mali est reconnu comme pays de la photographie, mais aujourd'hui aussi, il y a nous, la nouvelle génération, qui est en train de sortir le Mali. On est en train de sortir le nom du Mali à l'international. J'aime bien faire le parallèle avec le Bénin que je connais bien.
est mieux que le Mali. Et d'un point de vue extérieur, clairement au Mali, la photographie est plus reconnue. Et on parlait tout à l'heure d'un ami en commun, Yannick Folly, qui est photographe au Bénin. J'ai toujours eu l'impression qu'Yannick, il avait un peu tout à faire au Bénin pour faire reconnaître la photographie comme art et comme véritable profession. Qu'est-ce qu'il en est au Mali? Quand un enfant dit à ses parents plus tard je veux être photographe, c'est pris comment? Au Mali, c'est un peu difficile. Même moi, je donne juste un exemple, mon cas, parce que moi, après les études de comptabilité, les parents, ils espéraient que je sois dans une banque en train de travailler et tout ça. Là. Donc, imagine que je dis je suis photographe. Quand je me suis lancé dans la photographie, c'était difficile aux parents d'accepter ça, parce qu'ils se disent non, c'est pas un métier qui va te faire nourrir, tout ça. Là. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Mais moi, j'ai eu du soutien de mon père, de ma mère. Ils ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et je me suis lancé dans ça. Et puis aujourd'hui, les mêmes personnes qui me critiquaient avant, qui disaient que ce n'est pas un bon métier, pour eux, être photographe, c'est être photographe dans un coin, dans la rue, et qui fait souvent les photos de mariage. Pour eux, la photographie, c'est la photographie du mariage. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres genres de photographie qui existent. La photographie d'art, la photographie documentaire. Ils ne savent pas. Donc pour eux, quand tu es photographe, ce n'est pas un bon métier où tu peux vivre ta famille. Ce n'est pas un bon métier qui peut faire vivre ta famille. Donc, j'ai eu vraiment des préjugés quand je me suis lancé dans ça. Et les mêmes personnes qui m'ont critiqué aujourd'hui, quand ils voient vraiment que je commence à sortir, j'expose un peu partout, je voyage à cause de ce métier, ils se sont posé des questions. Ils ont dit, on ne pensait pas qu'un photographe pouvait voyager autant comme je fais aujourd'hui. Donc, c'est là qu'ils ont reconnu, on était vraiment, on n'avait pas raison de lui critiquer parce qu'il a embrassé ce métier. Donc, du coup, c'est petit à petit, ils ont commencé à accorder d'importance à ce que je fais. Sinon, au début, c'était vraiment difficile. Au Mali, quand tu es photographe, tu n'es même pas considéré. Et c'est difficile quand tu es photographe, vraiment, que les gens te prennent au sérieux même. Tu vois, donc, on voit en longueur de journée, quand tu fais souvent des reportages, c'est compliqué. Surtout, je prends juste un exemple, quand tu fais, par exemple, la photographie de mariage, par exemple. Parce que beaucoup d'entre nous ici au Mali ils sont dans des photographies de mariage. Voilà. Donc souvent, tu n'es même pas considéré alors qu'ils ont besoin que tu immortalises l'événement. Mais toi qui immortalises l'événement, tu n'es même pas considéré. Mais c'est maintenant que les choses commencent à évoluer petit à petit. Ils commencent à se rendre compte que la photographie, c'est vraiment un métier qu'on peut embrasser et gagner sa vie correctement, parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient même pas dans la photographie, qui ont appris dans le tas, qui commencent vraiment à s'intéresser à ça. Donc on voit vraiment l'évolution et beaucoup de gens commencent à prendre ça au sérieux parce qu'ils savent qu'avec la photographie, tu peux aller loin. Donc c'est un bon métier. Moi, j'ai embrassé ce métier. Je peux dire Dieu merci parce que je dépends de personne aujourd'hui et je vis ma vie dans ça. Tout ce que je trouve, tout ce que je gagne, c'est la photographie qui me l'a apporté. Donc voilà. Alors, il y a une question que je me pose, c'est que donc tout à l'heure, on discutait avant de commencer à enregistrer, donc on a évoqué avant le nom de Robert Nzaou, on a évoqué Yannick Folly, et il s'avère que ce sont des amis à toi. Robert Nzaou, je rappelle, il est à Pointe-Noire, donc en République du Congo. Yannick Folly, il est au Bénin. Alors, est-ce que le monde des photographes en Afrique de l'Ouest, c'est un tout petit monde, ou est-ce que je connais vraiment la crème de la crème ? Bon, Yannick, tu sais, nous les photographes, souvent on se retrouve dans des festivals et on lit les amitiés, on lit des liens, on reste toujours en contact, on échange parce qu'on se retrouve souvent dans d'autres festivals. Yannick, c'est un bon pote que j'ai connu à Abidjan lors des Jeux de la francophonie parce qu'il représentait le Bénin et moi je représentais le Mali à la francophonie concernant la photographie. Donc c'est connu, on a beaucoup échangé. Et c'est un gars que j'aime bien parce que le travail qu'il fait, c'est énorme. Donc je le suis aussi, on échange pas mal de choses. Voilà, donc ce qu'il fait, je trouve vraiment intéressant. Et ce qu'il fait aussi, ça montre qu'on peut vivre de cet art parce que c'est quelqu'un qui part en vadrouille et il documente des sujets, qui montre ce qui se passe dans certains villages et dans certaines villes. Voilà. Robert Nzaou aussi, c'est un ami que je connais à travers... d'autres amis congolais, photographes que je connais très bien comme Baudouin, Le Bon, tout ça là. Au Benza, on a exposé ensemble pendant un festival virtuel sur Internet sur la thématique du Covid,
que je connais bien parce qu'on échange beaucoup, souvent en langue lingala, parce que je parle un peu lingala. Donc je le suis, il me suit, donc c'est vraiment un bon ami et je le suis. J'aime bien ce qu'il fait, les créations qu'il fait. Et il a eu la chance aussi de faire l'Afrique du Sud comme moi, parce qu'il a été aussi en Afrique du Sud. C'est vrai. Voilà, donc vraiment c'est un monde où on est vraiment solidaires entre nous, quoi. Surtout quand on se retrouve même dans un festival, on reste vraiment solidaires et on a essayé de changer. Par exemple, moi et Robinson, on a eu à faire une réunion, non, c'était plutôt des interviews sur Zoom. On a échangé par rapport à nos expériences. C'était lors du festival international sur la photographie d'auteur de Brazzaville, qui est un photographe congolais a initié. Donc on a eu à échanger, partager nos expériences par rapport à ce que nous faisons dans nos différents pays. Voilà. Avant que j'oublie, j'ai une question. La semaine prochaine, je serai à Lomé. Tu as un photographe à me recommander à Lomé pour une interview? À Lomé, ce que je pourrais te recommander, c'est Woody Yao. C'est un photographe qui est un peu dans la photographie de mode, mais il fait aussi la photographie artistique. J'ai eu la chance de le rencontrer au Bénin aussi, lors du festival à la 15e de la photographie au Bénin, parce qu'il faisait partie aussi des exposants qui ont exposé avec nous, parce qu'il y avait 8 pays qui étaient invités. Donc je te conseillerais, parce que lui, il est un peu dans la photographie d'art et un peu documentaire, mais il est plus... son activité principale, c'est plus la photographie de mode. Mais je pense que lui, il sera intéressant si tu le rencontrais, et puis il va te montrer le travail qu'il fait par rapport à la photographie d'art. D'accord. Tu vas me montrer son Insta tout à l'heure. Ouais. On a beaucoup parlé de festivals, d'expositions. Toi, tu as exposé à la 15e de la photographie au Bénin et tu as été sélectionné pour une série sur l'esclavage moderne. Tu peux nous en parler un petit peu? Cette série, je l'ai réalisée entre 2014 et 2015. Je documentais, un jour je marchais, et je suis tombé sur des enfants qui travaillaient, qui cassaient les pierres. À Bamako alors? Oui, à Bamako. C'était sur la colline, je les ai posé la question, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Ils m'ont dit, on ne peut pas aller à l'école parce que nos parents n'ont pas le moyen, on est obligé de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et c'est comme ça qu'est venue l'inspiration. J'ai dit, pourquoi ne pas documenter ces sujets? Et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter les enfants qui travaillent, qui ont même quitté l'école pour travailler, pour subvenir aux besoins de famille. Donc j'ai trouvé ça, parce que moi, à la base, j'aime dénoncer ce qui n'est pas bien. Donc c'est comme ça est venue l'idée de créer, de faire un reportage sur la thématique de l'esclavage moderne, où les enfants, tu vois souvent les enfants dans les maisons, ils travaillent comme domestiques, ils sont dans des champs, ils sont dans des carrières souvent, mais ils sont même dans des chantiers où tu ne peux pas t'imaginer que les enfants y travaillent. Donc c'est comme ça que j'ai documenté ce sujet. Et c'est ça que j'avais présenté à la 15e de la photographie au Bénin, parce que la thématique c'était l'esclavage moderne, donc ça collait bien avec ma série. Et je l'ai présenté à la 15e de la photographie du Bénin. Et ce travail a reçu le 2e prix du festival. Tu vois, parce que le Bénin aussi a contribué beaucoup à l'esclavage d'enfants. Donc voilà, il y avait 8 pays africains. Le premier prix c'était la Côte d'Ivoire, le 2e prix c'était le Mali. Voilà, donc c'était une série vraiment qui a beaucoup tourné aussi, à part le Bénin. Ça a été publié dans plusieurs magazines en Europe aussi. Ok, chouette. Tu as participé à d'autres expositions. Il y en a d'autres festivals. Il y en a un qui est très connu ici au Mali et à l'international. C'est la Biennale de Bamako. Tu nous parles un petit peu de celui-là? En 2015, j'ai été sélectionné dans le IN de Bamako. Le thème c'était Telling Time, raconter le temps à travers la photographie. Donc moi, la façon de travailler, de raconter le temps, je me disais comment je vais raconter le temps à travers ma photographie, à travers ma création. Donc j'ai eu la chance, comme j'ai dit au début, je travaillais dans un projet d'archives photographiques. Donc j'ai eu le temps de regarder ces archives et ça m'a donné de l'inspiration. J'ai dit, mais vu que je travaille dans les archives, pourquoi je ne travaille pas sur les archives de ma propre famille? Et ça m'a donné l'idée de documenter les archives de ma propre famille et de raconter l'histoire de cette époque à la nouvelle génération. Tu vois, donc c'est comme ça qu'est née la série La métaphore du temps, que j'ai présentée à la Biennale et qui a été sélectionnée à la Biennale dans le IN de Bamako.
Et voilà, c'était en 2015. Le thème, c'était raconter le temps à travers la photographie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la sélection officielle de la Biennale de Bamako en 2015. D'accord. C'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer quand on parlait de ton parcours tout à l'heure. Tu me racontais, tu as dû scanner combien, 25 000 négatifs. C'était quoi ce travail d'archive que tu as fait? Bon, en fait, le travail d'archive, c'était le projet Mali Archive Photo, un projet initié par Candace Keller, une historienne de l'art, de la photographie africaine. Elle est américaine. Donc, elle est venue en stage au Mali il y a quelques années chez Malik Sidibé. Donc, elle a eu l'idée, pourquoi ne pas... parce qu'elle a remarqué quand des gens, les collectionneurs, les acheteurs viennent acheter des photos, ils viennent... Souvent, les photographes donnent des négatifs, alors que c'est pas non. Tu dois donner des tirages, pas des négatifs. Donc, elle a initié ce projet de numérisation pour que les photographes arrêtent de donner les négatifs, mais plutôt les fichiers, ils choisissent la photo et puis le fichier est donné et puis il y a un tirage. Donc, c'est comme ça le projet est né. Donc, elle a initié le projet et ils sont venus à Bamako. C'était une équipe de l'Université de Michigan aux États-Unis. Et dans ce projet, c'était un projet où ils ont lancé un appel à la candidature parce qu'ils voulaient des photographes professionnels pour travailler dans ce projet. Donc, on a postulé et moi, j'ai été retenu dans ce projet et on a suivi une formation en numérisation, nettoyage, tout ce qui concerne l'archivage pour que le travail se passe bien. Et on était 4 qui travaillaient dans le projet. Dans chaque famille avait un représentant, un héritier qui travaille avec nous. Nous, on est des techniciens, on travaille avec un héritier de la famille. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce projet et on a travaillé pendant 3 ans. Et chaque photographe, Malik Sidibé, Abdraman Sakali, Adama Kouyaté, chaque photographe, on a numérisé 25 000 négatifs par photographe. Ah oui, 25 000 par photographe. Oui. C'est un travail titanesque. Tu as bossé 3 ans dessus, tu me disais? 3 ans. Le projet a duré pendant 3 ans. Donc là, on a arrêté un peu parce que il faut d'autres financements pour continuer parce qu'il y a d'autres photographes qui n'ont pas encore été numérisés. Voilà, donc il y en a beaucoup. Et pour le moment, la dame est en train de se battre pour avoir d'autres fonds qui va permettre de numériser d'autres artistes, d'autres photographes. Mais même ça, ceux qu'on a numérisés, même pour eux, on n'a pas encore touché encore d'autres négatifs parce qu'on s'est arrêté juste à 25 000 négatifs parce qu'ils ont des collections pas possibles. Ils ont plus de 20 000. Parce que je me souviens, il y a certaines archives de certains photographes. Par défaut, l'inventaire, c'était plus de 500 000 négatifs, tu vois. Donc, ah oui, quand on parlait d'un grand pays de la photo. Exactement. Donc, imagine Malik Sidibé qui a rangé, il a toute une chambre qui est remplie des négatifs, qui est classée. Donc, on a juste... Bon, nous, on a pu quand même... Chaque photographe, on a pu quand même numériser 25 000 négatifs et qui est accessible sur un site internet qui a été créé pour des chercheurs, ceux qui veulent aller voir ce qu'on a eu à faire. Et à la fin du projet, on a eu à faire une restitution au Musée national pour montrer un peu ce qu'on a eu à faire pendant ces 3 ans. D'accord. Le site, il est toujours en ligne? Il est toujours en ligne et accessible à tous. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode, tu me le donneras tout à l'heure. Les chiffres que tu me donnes, ils me font halluciner. 500 000 négatifs, c'est complètement dingue. Moi qui pensais qu'avec le numérique, on faisait trop de photos, finalement, je pense qu'on a une bonne... Ah oui, il y a des photographes qui ont vraiment travaillé. Hein. Il y a ça. Je me souviens, il y a même le photographe Sakali. Il fait un moment, il y a même des négatifs de Sakali qui étaient jetés dans la rue, là où il habitait. Ils étaient en train de brûler un peu certains parce que c'était trop. Donc, heureusement que son fils, Abdraman Youssouf Sakali, qui est venu, qui a récupéré tous ces archives pour aller stocker. Parce que c'est le patrimoine du Mali, on ne peut pas brûler. Parce qu'ici, au Mali, on voit souvent beaucoup ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre parler de ce qui est passé. Voilà, donc même pas les archives, mais même quand tu rentres dans les familles, ils ne veulent pas que tu fais sortir les photos qu'ils ont eu à faire à l'époque. Ils ne veulent pas revenir. Donc souvent, il y a des familles même qui brûlent les anciennes photos. Alors que c'est l'histoire pour la nouvelle génération. Quand vous brûlez ces photos, comment la nouvelle génération va savoir vous avez vécu comme ça à cette époque, comme ci, comme ça. Donc c'est vraiment compliqué. Heureusement que Sakali, le fils, il est venu, il a récupéré toutes ses archives et il a stocké chez lui.
afin qu'on puisse vraiment numériser ces travaux, parce que quand tu rentres dans les familles, souvent c'est mal conservé, quoi. Tu vas voir, souvent ils ont pris des tonnes de cartons négatifs, ils sont partis mettre ça dans la cuisine, là où il y a la fumée, tu vois, donc avec la chaleur. Donc du coup, beaucoup de photographes ont perdu des négatifs comme ça, tu vois. C'est incroyable de brûler les photos de famille, ça vient de quoi? Ben, j'ai l'impression, parce qu'après, moi, d'après les enquêtes que j'ai eu à faire, parce que moi j'ai fait ma propre enquête, ils ne veulent pas entendre ce qui s'est passé. Les souvenirs, par exemple, moi je me souviens quand je suis allé voir ma grand-mère, par exemple, pour qu'il puisse me ressortir les photos de l'époque quand elle était jeune, parce que je travaille sur mon sujet qui est la métaphore du temps. Elle ne voulait pas entendre parler de cette époque, parce que ça lui rappelle beaucoup de souvenirs. Je l'ai forcé à ce qu'elle sorte ces photos, parce que moi j'en avais besoin pour raconter l'histoire que je devais raconter. Mais quand je suis sorti, elle a commencé à pleurer. Elle ne voulait pas revivre cette époque, parce que quand elle pense à cette époque et l'époque d'aujourd'hui, la façon dont ils vivaient, c'était vraiment une belle époque pour eux, mais actuellement, la situation qu'ils vivent aujourd'hui, ça les déplaît. Donc, ils ne veulent pas revenir sur ces souvenirs-là. C'est pour ça, souvent, il y a des familles qui brûlent ces archives-là. Donc, moi, je trouve que c'est dommage. Vous ne pouvez pas brûler ça, parce qu'en brûlant ça, c'est une partie de l'histoire qui vous efface. Voilà. Donc, c'est pour cela, moi, je me suis lancé même à conserver toutes les photographies vintage de ma famille, afin que un jour peut-être aussi, moi aussi, ceux qui vont venir derrière moi, mes enfants ou bien mes frères, ils vont regarder, ils vont connaître l'histoire, comment leurs parents, arrière-parents ont vécu. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette série qui s'appelle La métaphore du temps. Ok. Moi, ça fait un bail que je te suis, ça fait longtemps que je te suis sur Instagram, et il y a quelques photos où je te jalouse. Moi, avec ma tête de blanc, je pourrais pas y aller de sitôt. C'est toutes les photos que tu as pu faire dans le pays d'Ogon au Mali. Tu me parles un peu du pays d'Ogon, là, histoire que je sois bien frustré ce soir quand je vais aller me coucher. Bon, le pays d'Ogon, moi j'ai eu la chance d'aller au pays d'Ogon parce que je suis Bozo, d'ethnie Bozo. Les Dogons sont mes cousins de plaisanterie. Donc, d'accord. Même s'il y a des tensions au pays d'Ogon, moi, ils ne me feront jamais du mal. Aujourd'hui, on sait que la situation, ça ne va pas au pays d'Ogon parce que entre les Peuls et les Dogons, ça ne va pas. Mais moi, en tant que Bozo, cousin direct des Dogons, je n'ai pas de problème. Donc, même s'il y a des tensions, moi, j'y vais au pays d'Ogon pour aller faire mes reportages. Donc, on s'insulte, on fait des trucs. Un Bozo, un Dogon ne peut pas me faire du mal, sinon ça va retourner contre lui, vice-versa. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai la chance, même s'il y a des tensions actuellement dans ce pays et dans cette zone, j'ai la chance d'y aller sans avoir des petits soucis. Je ne dis pas que je peux aller comme je veux, je n'aurai pas de problème, mais si c'est des Dogons, peut-être que je tombe sur d'autres personnes, mais si c'est des Dogons, tant qu'ils savent que moi je suis un Bozo, il n'y a pas de problème. Donc je vais documenter leurs histoires. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois documenter des villages Dogons, et voilà, c'est cette histoire qui me lie vraiment avec les Dogons, cette histoire de cousinage, de plaisanterie qui me permet d'aller là-bas. Sinon, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment risqué pour toute personne pour aller dans cette zone, parce que même il n'y a pas une semaine, un village Dogon qui a été attaqué par des djihadistes, Mondoro, où il y a eu beaucoup de morts des deux côtés, les militaires ainsi que les civils. Et voilà. Donc moi, j'ai la chance d'avoir cette cousinage de plaisanterie entre les Dogons et les Bozo. Donc c'est pour cela que je vais là-bas être tranquille pour aller faire mon travail, documenter cette partie, parce que j'aime bien leur culture aussi. Malgré qu'ils soient mes cousins, mais j'aime la culture Dogon, tout ce qu'ils font, et puis ça me plaît. Et quand je vais en mission, souvent c'est des missions, comment on appelle, c'est des missions des ONG qui m'envoient pour aller documenter. Mais je sais qu'un jour, moi-même, ça va m'arriver d'aller personnellement documenter un sujet spécial, que ce ne soit pas une ONG qui m'envoie, mais moi-même, je me lève, je vais documenter soit l'histoire de quelqu'un, ou bien documenter même tout ce qui se passe au pays d'Ogon. Voilà. Comment c'est actuellement? Donc il y a les problèmes que tu as évoqués. Économiquement, c'était quand même une région très touristique du Mali, et là il y a plus un seul touriste qui s'y rend. Comment ça se passe pour eux? C'est difficile, parce que là c'est vraiment difficile. Moi j'y étais, j'ai vu comment même cultiver là c'est devenu difficile. Vous savez, parce que
cette zone est c'est un peu le Sahel aussi. Donc, vu que la situation du Mali est compliquée avec le djihadisme qui est là, qui existe, donc c'est difficile aux gens d'aller faire du tourisme là-bas. Donc les gens vivent, ils vivent seulement avec ce qu'ils ont à la main. Ils vivent de ce qu'ils font dans les champs, de ce qu'ils cultivent, tout ça là. Mais le tourisme est carrément mort en ce moment tant que cette région n'a pas retrouvé vraiment sa stabilité comme avant. C'est difficile vraiment pour qu'ils puissent vraiment... ça puisse être comme avant, le pays d'Ogon était vraiment courtoisie, comme on dit. C'était vraiment apprécié par les Occidentaux, pas seulement les Occidentaux. Beaucoup de gens aimaient aller visiter ce pays d'Ogon, mais vu la situation de la crise qui est là, c'est ça qui fait que les gens n'y arrivent plus à y aller. Donc le tourisme est carrément mort dans cette région tant que la situation n'est pas vraiment revenue à la normale. Voilà, c'est un peu le problème qui existe. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est difficile. J'y étais, j'ai vu. Et dans mes propres yeux, vu la situation, les étrangers peuvent parler. C'est difficile parce qu'une fois que tu arrives là-bas, surtout ceux qui ont la peau blanche, c'est compliqué. Nous-mêmes, les Maliens qui vont là-bas, c'est risqué. Moi, je vais là-bas, c'est risqué. Mais moi, la chance que j'ai, c'est comme j'ai dit, j'ai un cousinage de plaisanterie avec les Dogons. Sinon, c'est vraiment risqué cette zone pour y aller en ce moment. Tant que la situation n'est pas revenue à la normale, c'est compliqué. Je rebondis sur tes propos. Tu te disais que tu bosses pour des ONG. Qui sont tes clients aujourd'hui? Qui c'est qui te fait vivre? J'ai pas mal de ONG avec qui je travaille. Il y a l'Union européenne. Je travaille pour l'Union européenne. Je travaille pour PAESI. Je travaille pour WaterAid, Spana, Caritas. Donc, ils m'envoient chaque fois en mission aussi pour documenter les activités qu'ils mènent sur le terrain. Parce qu'ils financent des activités sur certaines contrées du Mali, sur certains villages des différentes régions. Donc, quand ils ont besoin de savoir ce qui se passe par rapport à l'argent qu'ils ont donné, le financement qu'ils ont donné, donc ils font appel à mes services. Et je vais sur le terrain pour documenter tout ce qui se passe par rapport à ce qu'ils ont financé. S'il s'agit de l'agriculture, la culture, le changement climatique. Donc, moi, je vais sur le terrain pour documenter et ça me permet aussi de vivre de ce que je fais. Ok. Alors ce podcast, il s'appelle Parlons livre photo et c'est une info qui m'avait échappé sur ton compte Insta et sur les recherches que j'ai fait, mais tu as aussi fait un livre et ça tombe bien du coup que tu sois invité dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre? En fait, ce livre s'appelle D'autres mondes. C'est un livre qui a été fait suite à une résidence que j'ai eu, une résidence et une formation photographie documentaire que j'ai eu à faire en Afrique du Sud, à Johannesburg. En 2015, j'ai eu la chance d'avoir la bourse de Fondation Tierney, une fondation qui existe aux États-Unis, qui donne cette bourse aux photographes sud-africains seulement. En 2015, j'ai jugé nécessaire de donner ça à un photographe émergent africain. Donc moi, j'ai eu à postuler et cette année, en 2015, j'ai été retenu, mon travail a été retenu. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce bourse et je suis parti étudier la photographie documentaire dans cette école qu'on appelle Market Photo Workshop. C'est une grande école de photographie très connue en Afrique du Sud. Et cette formation aussi, ça a été suivi d'une résidence de création. Donc je venais en même temps au Mali pour faire ma création, ensuite je retournais pour faire mes études. Donc à la fin de cette formation et de cette résidence, tout ce que j'ai créé tout ce que j'ai fait pendant la création a été publié dans un livre édité par Market Photo Workshop et qui est apparu après l'expo que j'ai eu à faire en Afrique du Sud. Et ensuite, ce livre existe dans leur école, en même temps au niveau du Mali chez moi. Et ça a été présenté aussi dans les projets spéciaux de la Biennale de Bamako. Et ça a été présenté aussi aux Maliens, le livre. Voilà. Donc c'est comme ça le livre est né suite à une création que j'ai eu à faire à Bamako qui s'appelle D'autres mondes. Parce que l'histoire d'Autres mondes, ça veut dire quoi? C'est un jeune que je suivais qui a décidé de ne pas aller à l'immigration et de rester chez lui, de construire sa vie, de réussir. Parce que je me suis dit, quand ils m'ont demandé quelle thématique je dois travailler, ils m'ont dit, là,
J'ai dit, je vais travailler sur la jeunesse, mais sur quelle thématique? J'ai dit l'immigration. L'immigration, tout le temps, on a parlé de l'immigration. Bon, j'ai dit, bon, l'immigration, tout le temps, on parle de ceux qui sont partis, qui sont restés dans le désert, qui sont morts dans l'océan, tout ça. Mais moi, je ne veux pas parler de ça, parce que tout le temps, on a parlé de ça. Moi, je veux parler de ceux qui sont restés, de ceux qui restent. Donc, au fait, l'histoire raconte le livre raconte l'histoire de ce jeune homme qui est resté chez lui. Et il a dit, bon, c'est pas la peine que j'ai en aventure. Partout, je peux être, même chez moi, je peux rester dans la vie. C'est pas le fait d'aller à l'immigration ou bien en Europe que je vais réussir. Même chez moi, je peux devenir quelqu'un. Donc, je raconte l'histoire de ce jeune qu'on appelle Saba Niari, qui a décidé de rester chez lui et de reconstruire sa vie et de vivre sa vie au Mali, même s'il doit réussir dans sa vie, que ce soit dans son pays. Et donc, j'ai essayé de raconter ses angoisses, ses souffrances, tout ce qu'il a pu endurer avant de pouvoir avoir la lumière, de pouvoir avoir un job, un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins et vivre bien sa vie, quoi. Parce que c'est un jeune qui était dans le chômage, qui avait l'esprit dans sa tête, c'est l'aventure ou rien. Mais après, il s'est rétracté, il a dit, ben, même dans mon propre pays, je peux devenir quelqu'un. Voilà, c'est cette histoire qui m'a un peu vraiment qui m'a intéressé. Je me dis, j'ai trouvé important que de raconter l'histoire de celui qui a décidé de rester, au lieu de raconter tout le temps ceux qui sont partis. Parce que dans les médias, on voit tout le temps les histoires de ceux qui sont partis. Donc moi, j'ai voulu plutôt raconter de ceux qui sont restés. C'est une bonne chose. Tu as également fait une résidence en France, tu me disais ? Oui, en 2020, avant le Covid, avant la fermeture de toutes les frontières qu'on connaît, comment ça s'est passé, j'étais invité en France après la Biennale. Il y a pas mal de commissaires qui sont venus à Bamako, ils ont vu le travail que j'avais fait de tout le monde. Ils ont trouvé l'histoire intéressante et ils voulaient que je raconte la même histoire, mais sur le territoire européen. Donc la résidence servait à ce que je fasse plusieurs villes de la France pour raconter cette histoire. Mais sauf que ma résidence a pris une autre tournure. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur la fermeture des frontières, le premier confinement. Donc ça a chamboulé ma résidence. Tout a été fermé, donc ma résidence, je ne savais pas quoi faire. Donc je ne pouvais plus raconter l'histoire de tout le monde. Donc en tant qu'artiste, il fallait trouver des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'étais bloqué, j'étais dans la galerie, je discutais avec le directeur artistique, j'ai dit mais comment je vais faire? Bon, lui-même, au début, il n'avait pas trop d'idées, on a dit on va réfléchir comment... Parce que moi je me dis, en tant qu'artiste, je ne peux pas aller en résidence et puis retourner chez moi sans créer, il faut que je crée quelque chose. Donc je suis resté des jours comme ça à réfléchir parce que le premier confinement, c'était vraiment strict, personne ne pouvait sortir. Tu étais en France alors pour le premier confinement? Oui, j'étais en France, c'était à Nîmes, personne ne pouvait sortir. C'était vraiment compliqué, donc je me suis dit, bon, je sortais quand même un peu devant ma porte, je sors dehors juste pour courir, à 1 kilomètre, je retourne. Et c'est là, je suis tombé sur les sans-abri, un SDF qui me demandait une pièce parce qu'il avait faim. Alors que la rue était déserte, il n'y avait plus personne, on ne voyait plus personne. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu es dehors? Il m'a dit qu'il est confiné dehors et il n'a pas d'endroit où aller dormir. Là, je savais, je me suis pas rendu compte d'abord de ce qu'il m'a dit, mais quand je suis arrivé chez moi, dans ma chambre, je réfléchissais. Quand je me suis souvenu de ce qu'il m'a dit, j'ai dit, mais ça, c'est une histoire à raconter. Tu vois, pourquoi il est confiné dehors? Alors que les autorités françaises avaient dit tout le monde sera confiné, y compris ceux qui sont dehors. Parce qu'il y a d'autres SDF qu'on avait pris, on les a amenés dans les salles, je ne sais pas, mais sauf que vous amenez les gens dans les salles où ils vont se faire contaminer encore. Ça, voilà. Donc, c'est d'où est venue l'idée de raconter l'histoire de ces sans-abri que j'ai donné le titre qui est Les oubliés du confinement, parce qu'ils ont été oubliés par l'État français. Donc c'est d'où est née la série Les oubliés du confinement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter tout ce qui était oublié, qui était dans la rue. C'était devenu mes amis. Même ceux qui m'ont invité, ils avaient peur que je sois contaminé. Bon, moi, en tant qu'artiste, il y a des risques qu'il faut prendre. Bon, j'ai décidé de prendre des risques. Moi-même, je me suis mis dans la peau d'un SDF. J'ai dit, bon, c'est un sujet que je ne peux pas documenter tant que je ne tisse pas les liens avec ces gens-là. C'est parce que c'était compliqué. Et pendant le confinement, quand je suis arrivé, mais les premières fois quand je suis arrivé, ils étaient vraiment pas contents de me voir parce que j'ai un appareil, j'ai un truc et je ne ressemblais pas à un SDF. Ils se sont posé des questions. Quand je les ai expliquées, j'ai dit, je suis un artiste, je voulais vraiment raconter votre histoire.
Ils m'ont même demandé si j'étais de la télévision, parce qu'il y a d'autres qui vivent sans papier. Donc ils étaient vraiment méfiants envers moi. J'ai essayé de discuter avec eux, de tisser des liens. Quand ils ont commencé à me faire confiance, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'ouvrir en moi. Mais ça m'a pris du temps, parce que les 3 mois du confinement, j'ai fait plus de 1 mois, je ne les ai pas photographiés. J'ai juste côtoyé ces gens-là pour leur montrer que on est pareil. Tu vois, je suis là juste je vais raconter leur histoire. On les a oubliés, ils sont dans la rue, la situation auquel ils vivent. Donc, et quand ils ont commencé à s'ouvrir à moi, et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter leurs histoires, leurs témoignages, et puis je les documentais, je les photographiais. Et ce qui a un peu, surpris les gens, ils m'ont posé la question parce que j'ai documenté à Nîmes, j'ai documenté à Montpellier. Tu vois, donc ils m'ont dit, mais comment je me suis retrouvé de Nîmes à Montpellier alors que je n'ai pas le droit de prendre le train parce qu'il n'y avait plus de train. Il y avait plus de... Voilà. Donc, sauf ceux qui étaient autorisés à aller travailler, tout ça. Mais imagine, j'ai marché de Nîmes à Montpellier à pied, juste pour arriver, pour trouver ces gens-là, parce que j'ai documenté plein à Nîmes. Il fallait que je change un peu de l'environnement pour aller voir d'autres. J'ai fait souvent 45 km à pied. Tu vois. Donc j'ai prévenu des amis, j'arrive, mais je vais marcher doucement. Et je me suis fait arrêter plusieurs fois, je me suis fait verbaliser. Je me suis même dit, je suis un SDF, mais la façon dont j'étais, ils ont dit non, tu n'es pas un SDF. Ils m'ont demandé l'adresse, j'ai donné l'adresse. Mais sauf que je suis tombé sur des policiers qui étaient un peu cool, sinon je pouvais tomber sur des policiers qui étaient durs et puis ils me créaient des soucis. Mais il y a d'autres qui m'ont créé des soucis. Tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai pu documenter ces gens-là, les oubliés du confinement, qui a été présenté à l'Institut français de Bamako. Et le directeur de l'Institut français était vraiment content de montrer cette situation au Mali parce que ça va servir de leçon à ceux qui veulent aller en Europe, soi-disant là-bas c'est le paradis. C'est ça, j'allais y venir. Tout ce que j'ai documenté, je n'ai pas voulu mettre les Africains parce que tout le temps aussi on parle des Africains. J'ai voulu montrer, j'ai mis les Français, les Tchèques. Il y a la diversité. En fait, il y a plus de 10 nationalités que j'ai mis dedans. Il y a des Palestiniens, il y a des Tchèques, il y a des Roumains. Tout ça. Donc j'ai voulu montrer aussi, vous qui pensez qu'arriver en France, c'est le paradis où bien vous allez gagner de l'argent. Là-bas, quand vous ne travaillez pas déjà, c'est un problème. Et quand vous n'avez pas de papier, c'est un problème. Donc, le directeur de l'Institut français de Bamako a trouvé cette histoire vraiment intéressante. Et il a accueilli l'exposition à l'Institut français. Et ça a servi à montrer aux gens que, voilà aussi, il y a des Français qui sont dehors, il y a telle nationalité qui sont dehors, ce n'est pas seulement les Africains. Donc, ne dites pas qu'il faut que je prenne le chemin de l'aventure, que c'est en France que je vais avoir tout ce que je veux. Là-bas aussi, les Français, ils ont leurs problèmes. La misère n'existe pas seulement en Afrique, ça existe partout. Donc, c'était aussi un moyen de montrer cette misère qui existe en Europe ou bien en France. Ça a été accueilli comment par le public malien? Eh bien, le public, ils étaient vraiment... Il y a d'autres qui étaient surpris, parce qu'il y a d'autres qui me posaient des questions. Ils disaient, parce qu'ici, au Mali, on a une région qui aime aller souvent en aventure, la région des Cailles. Parce que c'est ces gens-là qui aiment plus l'aventure que toutes les régions du Mali. Et c'est qui sont beaucoup en France. Et en documentant ceci, quand ils ont vu ça, ils m'ont même dit cette série devait être montée dans la région des Cailles parce que c'est ces gens-là qui aiment aller en France. Soi-disant, c'est là-bas que je veux gagner ma vie, c'est là-bas qu'on gagne la vie, c'est le paradis, j'aurai tout là-bas. Mais sauf qu'ils ne savent pas quand tu arrives là-bas, quand tu n'as pas de papier, c'est un problème. Quand tu ne travailles pas, c'est un problème. Donc ils pensent qu'arriver là-bas, tu as tout là-bas. Donc le public là, les a accueillis vraiment. Ils étaient tous ébahis, quoi. Ils étaient vraiment contents que je montre cette misère pour que les gens aussi se passent. Pour eux, il n'y a pas de misère là-bas. Parce que c'est un pays, c'est en Europe, c'est un pays des Blancs. Pour eux, il n'y a pas de misère. C'est ici en Afrique qu'il y a de misère. Donc c'était une façon aussi de montrer cette misère, cette souffrance de certaines personnes. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs nationalités. Ce n'est pas seulement les Français. Hein. Il y a plusieurs nationalités que j'ai photographiées. Donc c'était vraiment apprécié de tout le monde. C'était vraiment un truc... pour le moment, je l'ai juste monté à l'Institut français, mais la région des Cailles a demandé. Pour le moment, je suis en train de voir comment je peux l'exposer là-bas pour sensibiliser aussi ces jeunes. Pour moi aussi, c'est un moyen de sensibilisation. Pour leur dire que même chez vous, vous pouvez réussir. Ce n'est pas seulement en France. Même chez vous, vous pouvez réussir. Voilà la situation. Quand tu arrives en France, quand tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. Voilà la situation qui est là. Donc, il ne faut pas penser que c'est la France qui fera de toi un multimillionnaire ou bien tout ce que tu veux avoir, c'est en France. Ou bien en Europe, en général. Voilà, donc
Ça a été vraiment bien accueilli. Moi-même, je ne m'y attendais pas à cet accueil. Vraiment, ça a été une belle expérience aussi pour moi parce que moi-même, j'ai été SDF à un moment parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là dehors. J'ai mangé avec eux, j'ai pris des verres avec eux parce que c'était la seule moyen pour pouvoir gagner leur confiance aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu documenter cette série Les Oubliés du confinement. Comment dire, c'est chaud quand même d'aller jusqu'à devenir soi-même SDF pour documenter. Il n'y a pas des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Ben, je me suis dit, moi en tant qu'artiste, comme j'ai dit au début, j'aime dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que souvent les choses que les gens ignorent, moi je les rends visibles. Je me suis dit, mais voilà, aujourd'hui moi je me retrouve dans une situation. Parce que moi, tu sais qu'en Afrique, il y a la solidarité ici. Je vois des gens dehors dans une situation, par exemple, si je vois un frère à moi, parce que j'ai vu aussi des frères africains qui sont dehors, j'ai dit, mais au Mali, quand tu es au Mali, tu as un toit, même si tu ne travailles pas. Mais tu viens en France, tu n'as même pas un toit, tu dors dans le froid, tout ça là. Donc moi, quand je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis dit, ben, souvent c'est un passage obligé dans la vie d'un homme. Et moi, je suis venu... le but c'était de documenter ça. Donc quand je me suis retrouvé ça, je me suis mis dans leur peau, je me suis dit bon, dans la vie c'est difficile, ça arrive. Moi je ne suis pas un SDF, mais je me suis mis dans leur peau pour comprendre aussi les souffrances qu'ils endurent pendant qu'ils sont dehors pendant ce confinement, parce que la rue était déserte, il n'y a personne qui peut leur même donner des pièces pour acheter à manger. Si tu vois qu'on te donne quelque chose, il y a des gens qui passent dans la rue, mais il y a quand même d'autres qui sortaient, qui préparaient des plats, qui passaient par exemple, ils leur donnent. Mais c'était vraiment difficile aussi pour eux, parce que ce n'était pas comme la vie d'avant. Ils vivaient parce que avant le confinement, au moins il y a des gens qui passent, qui leur donnent des petites choses à manger, tout ça là. Mais quand il y a eu le confinement, c'était dur aussi pour eux. Et moi, je me suis mis dans cette situation pour voir comment ça se passe. Moi, ça a été dur aussi pour moi, parce que quand je les photographiais, et quand la police arrivait, j'étais obligé de cacher mes matériels et puis je m'asseyais. Et quand la police arrive, ils pensent que moi je suis SDF. Donc, sinon, s'ils me voient avec ils allaient m'arrêter. Donc, et c'est les mêmes SDF qui me prévenaient que la police arrive. Donc, c'était devenu mes amis. Et quand je suis retrouvé pour la deuxième fois, pour aller voir là où ils étaient, je ne les ai pas vus. Ça m'a un peu choqué. J'étais un peu ému parce que je voulais les revoir encore. Mais quand je suis parti, pour la deuxième fois, j'ai vu qu'ils ont laissé des mots, merci, j'étais là, des trucs comme ça. Et c'était devenu la famille, quoi, parce qu'ils me protégeaient quand je faisais les shootings. Au moment où la police peut arriver, à tout moment, il me dit, la police arrive, je m'assois. Comme un SDF, quand la police arrive, quand il nous voit, il dit, bon, c'est des SDF, ils passent. Mais il ne savait pas que moi, j'étais photographe. Donc, c'est comme j'ai dit, c'était vraiment une belle expérience. Il faut le vivre pour savoir ce que ça fait, quoi. Voilà. Bah écoute, John, je te remercie de partager tout ça avec nous, avec les auditeurs. Je voudrais en revenir sur ton livre. Où est-ce qu'il est disponible? Au Mali seulement? Bon, le livre est disponible en Afrique du Sud, à Johannesburg. Il est disponible aussi au Mali. Il est disponible aussi en format PDF sur Culture Tech de l'Institut français. Ouais, mais sauf qu'il faut avoir un compte Culture Tech pour avoir le livre en PDF. Ok. Voilà, donc bon, c'est pas téléchargeable, mais vous pouvez consulter juste la consultation. Bon, pour acheter, c'est avec moi et c'est disponible aussi en Afrique du Sud pour le moment. Ok. Bon, alors quand on va diffuser l'interview, moi je serai déjà parti, donc je peux pas en ramener, mais je viens chaque année, donc moi déjà je vais t'en prendre un. Et puis on va essayer de s'organiser un peu pour l'année prochaine quand je repasse, si des auditeurs veulent acheter un livre. Et là pour le coup, ceux qui collectionnent et qui veulent des livres rares, celui-là vous ne le trouverez pas en France, hormis en PDF, mais ça n'a pas le même intérêt. Est-ce que tu veux dire un petit mot encore pour conclure cette rencontre? Tout ce que je peux dire pour conclure, c'est d'abord je vous remercie pour cette podcast. Tout ce que je vais dire, c'est aussi le métier que nous faisons, c'est pas facile. Il faut avoir vraiment du courage et du cran pour continuer à faire ce métier, parce qu'il y a un moment, moi, j'ai failli même arrêter à cause des préjugés.
Mais aujourd'hui, j'écoute plus ce que les gens me disent. Je continue à faire mon métier tranquillement parce qu'aujourd'hui, je peux dire être photographe, c'est un bon métier et je me plais bien dedans et je vis de ça. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la photographie. Et vraiment, je dirais vraiment c'est un bon métier. Et j'encourage les gens qui veulent embrasser ce métier. Et puis, c'est un métier aussi, il ne faut pas être pressé dans la vie. Quand tu fais ce métier-là, il ne faut pas être pressé. C'est le temps qui fera de toi ce que tu veux être et ce que les gens diront de toi. Voilà. Merci, John. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine. Et donc là, on est début mars. L'interview sera diffusée dans un mois à peu près. Donc, je ne sais pas encore qui sera là la semaine prochaine pour vous parler de son livre. Voilà, ça sera la grande surprise. Au revoir tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.